parle français comme troisième langue, donc je vais tenter de faire cette présentation en français. Donc je vous prie, mesdames et messieurs, de m'excuser mes fautes éventuelles. Voilà. Bon, mon nom est Daniel, je travaille pour une société qui s'appelle Datadog. Ça, c'est mon Twitter, si jamais vous désirez connecter là avec moi. Et le titre de cette présentation, c'est les containers, pièces et main-d'œuvre, bien sûr en anglais, Containers, Parts and Labor. On va parler de trois choses essentiellement pendant cette présentation. On va parler des tendances dans le monde de containerisation. On va parler un peu de data et choses comme ça qu'on a vues depuis certaines années. On va parler ensuite, on va basculer un petit peu sur les qualités des bonnes métriques. Et ensuite, on va marier ces deux concepts-là. On va parler de comment scaler Kubernetes avec des bonnes métriques. Donc, on va parler à la fois de containers et orchestration, des qualités de bonnes métriques, et ensuite, comment utiliser l'orchestration avec ces métriques. Très bien? OK, good. Ça, c'est moi. Bon, voilà. Encore une fois, mon nom est Daniel. Je fais souvent des talks, j'écris des docs, je travaille pour Datadog, bien sûr. Je suis impliqué avec une autre série de conférences DevOps qui s'appelle DevOps Days. Donc, si jamais vous vous retrouvez à Paris, on a une jolie DevOps conférence là aussi, de temps en temps. J'aime bien manger et surtout, j'ai bien mangé ici à Marseille. Donc, merci pour ça. Et généralement, j'aime apporter des costumes. Je pense que c'est ça en français. Hein. Bon, voilà. Or que maintenant, je suis dans le sud, je me vais détendre un petit peu. Voilà. Je travaille pour une société, comme j'ai dit, qui s'appelle Datadog. Voici notre pitch. Datadog, c'est une société de monitoring basée sur SaaS. Nous traitons des milliards de points de données par jour et nous embauchons ici en France. Donc, si jamais cela vous intéresse, bon, bien sûr, vous pouvez parler avec moi. Voilà. La raison pour laquelle j'ai mis le slide ici, c'est parce que c'est pertinent. En fait, on va parler des données qui ont été assemblées, monitorées, récoltées, si vous voulez, par Datadog pendant les derniers 5 ans. Donc, c'est un peu grâce à Datadog que cette présentation existe. Notre aventure avec Docker et bien sûr le monde de containerisation chez Datadog a commencé en 2014 avec une pull request contre un de nos repos par un membre de notre communauté au nom de Steve Morand, de mes proches à Paris par hasard. Il a dit, bon, je veux activer de l'instrumentation de Docker et regarde ici, c'était même nécessaire de préciser LXC et cgroups parce qu'à l'époque, Docker c'était, bon, c'est quoi Docker? Imaginons un monde aujourd'hui sans Docker. C'est difficile, hein? Bon, on a mergé ça, on a dit, on a besoin de suivre ça. On a besoin vraiment d'analyser les tendances et est-ce que Docker va vraiment changer des choses. Donc, on a fait, en 2015, un rapport là-dessus. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la dernière année sur Docker. Et on s'est décidé en 2016 de le faire encore, et encore en 2017, et encore en 2018. Donc, si cela vous intéresse, datadoghq.com/docker-adoption. Bon, j'ai mélangé un grand français là, mais c'est juste là. Donc, voilà. C'est republié une fois chaque année. On est maintenant en train de cruncher les données pour 2018. Donc, voilà. Donc, certains aspects de ce talk sont tirés de ce rapport-là. Pour la première fois aussi, en 2018, on a fait un autre rapport public qui est des tendances dans l'orchestration. Et voilà aussi datadoghq.com/container-orchestration. Donc voilà, on va republier ça chaque fois, année par année aussi. Alors, on avait une approche, j'hésite à dire scientifique, science-ish, d'accord? Et on dit, bon, on a besoin de mettre tous les profils de nos utilisateurs qui utilisent Docker, bien sûr, dans des seaux, pour ensuite analyser comment eux, ils utilisent Docker et comment nous, on peut mieux créer des produits pour eux. Donc, on a commencé avec le premier saut, qui est Dabbler.
les gens ou les organismes, des organisations qui ont utilisé Docker pendant les derniers mois, mais qui n'ont pas vraiment investi là-dedans. C'est-à-dire que c'est en dessus la moitié de leur infra, c'est dockerisé. On a aussi les adopteurs, ce qui est bien sûr l'inverse de ça. Les gens qui utilisaient Docker dans les derniers mois, mais plus que 50% de leur infra est dockerisé. Et aussi les abandonneurs, donc les gens qui ont essayé Docker à un moment, soit des dabblers, soit des adopteurs, mais qui ne l'utilisent plus. La raison pour laquelle je fais une définition de ces trois choses-là, c'est parce que je vais évoquer ces trois termes dans ce talk. Alors, dabbler en dessous 50%, adopteur au-dessous 50%, abandonneur ne l'utilise plus. C'est bon? Great. Pendant cette première année, on a vu de à peu près 0%, il faut dire, jusqu'au fin 2015, un taux d'adoption d'à peu près 10%, donc c'est-à-dire 5x, dans la première année. C'est ce qui est pas mal. Imaginons que toi tu crées, vous créez. On peut se tutoyer? Okay. Imaginons que toi tu crées une application et dans un an, tu as un taux de réussite, c'est-à-dire up and to the right, de 5x. C'est quand même assez incroyable. Bon, on a vu ça, on continue. Sur les années, 15, 16, 17, maintenant jusqu'au premier trimestre 2008, on peut dire qu'à peu près 25% des sociétés que nous surveillons, bien sûr, ont adopté, c'est-à-dire plus que 50%, ont adopté Docker. C'est quand même assez incroyable, c'est une tendance qui continue. Il y a aussi, bien sûr, des dabblers, mais aussi les abandonneurs qui ont toujours à monter. Donc, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas obligatoire. Si vous essayez Docker, de continuer à l'utiliser. Mais les chances sont, si vous essayez Docker, vous allez l'utiliser. C'est normal. On a vu 30% en termes de growth en 2016 et ensuite 40% en 2007. Donc, c'est-à-dire que le monde marche d'une manière sûre et certaine vers la containerisation comme mécanisme. Aujourd'hui, on voit qu'à peu près 20% des hosts, soit des VM, soit du bare metal, quoi que ce soit, roulent Docker là-dessus, quand même un cinquième. Assez incroyable en termes d'une seule technologie. Et ça, c'est important à savoir parce que, bon, pour nous, en termes de product, de création des produits, c'est important à savoir, mais aussi c'est intéressant pour savoir si est-ce que Docker est vraiment quelque chose, est-ce qu'on devrait l'utiliser? Bon, c'est à toi de déterminer, mais si vous décidez de l'utiliser, vous n'êtes pas les seuls, il faut dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tout ça, c'est intéressant, mais bon, on le sait déjà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On recroit dans les Docker. Bon, peut-être pas une surprise, c'est Nginx, grosso modo. D'accord? Nginx et Redis. Mais il y a quelque chose ici que je trouve extrêmement intéressant. Si on enlève Nginx et Redis, qu'est-ce qu'on a? On a des data stores. Bon, on peut faire une discussion à vive voix sur est-ce que Redis c'est vraiment une base de données ou non. Mais dans le contexte d'ici, c'est une data store. Alors, dans la vérité, ça c'est les services ou les logiciels qu'on trouve le plus souvent dans les Docker, dans les containers. Je pense que ça c'est intéressant parce que ça montre que même si ce n'est pas nécessairement une bonne idée, les gens sont de plus en plus confortables avec leur base de données dans les environnements containerisés. Encore une fois, on peut faire un débat si c'est une bonne idée ou non, mais c'est une juste fait. Et on verra après pourquoi on a des idées, des soupçons des idées, pourquoi on voit ça de plus en plus dans la containerisation. Bon, on a parlé un petit peu de Docker, des containers et tout ça, et maintenant, bien sûr, on va parler un petit peu de orchestration. En 2000, bon, bien sûr, en 2015, il n'y avait pas. En 2016, il n'y avait quasiment pas non plus des outils d'orchestration de bonne qualité. Mais en 2016, jusqu'à maintenant, on a vu une énorme explosion en termes d'orchestration, des outils d'orchestration pour nous aider à faire fonctionner nos containers. Aujourd'hui, on voit qu'à peu près 50% des organisations qui utilisent Docker
utilisent un outil d'orchestration. Or qu'il y a vraiment 1 an, ce n'était pas du tout le cas. Alors voilà, il y a, comme j'ai dit, une vraie explosion là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation, et ça ne se voit pas ici, mais il y a une corrélation entre le nombre de containers déployés par un certain organisme et les chances, si tu veux, qu'ils vont utiliser un outil d'orchestration. Derrière, quand même, c'est logique. Si vous n'avez que 10 containers à gérer, bon, faire ça à la main, c'est facile. Si vous avez 1000, 10 000, 100 000 à gérer, bon, vous avez besoin d'un outil d'orchestration, c'est normal. Ce qui est intéressant aussi, et ça ne se voit pas là, c'est qu'il y a environ 5% des organisations qui utilisent 2 ou même plus des environnements d'orchestration, Kubernetes et ECS, Swarm ou quelque chose de différent. Et c'est un chiffre qui est en train de se monter. Donc, il y a à la fois une accélération en termes d'adoption des outils d'orchestration, mais aussi une accélération en termes de multiples outils dans un tel environnement. On ne sommes pas sûrs pourquoi. Exactement pourquoi, on a des idées. Donc, je vous pose une question après. Si vous utilisez déjà des outils d'orchestration dans votre environnement, et surtout si vous utilisez plus qu'un type d'orchestration, je veux parler avec toi. D'accord? Je suis extrêmement intéressé par ça. OK? Donc, on verra après. Dernier point sur ce slide, et encore une fois, ce n'est pas ici, c'est que le taux d'adoption en termes de rapidité, en termes de vélocité des outils d'orchestration est plus rapide que la containerisation en soi. Donc, il y a un écart. Enfin, comme ça pour containerisation et comme ça pour orchestration. Ce qui donne que si les gens commencent aujourd'hui avec Docker ou n'importe quel type de containerisation, probablement ils vont utiliser un outil d'orchestration par défaut. Même si c'est qu'un container, ils vont utiliser un outil d'orchestration à partir du jour J. Et les sociétés qui n'avaient pas avant sont en train de l'adopter. Tout ça pour dire que si vous êtes en train de réfléchir sur l'orchestration, la réponse est oui. L'orchestration, c'est l'avenir. Bon, voilà. Mais lesquels? Ça c'est ce que les données nous montrent. C'est que sur AWS, c'est ECS. Statistiquement, si vous êtes sur AWS, vous utilisez ECS. Okay? Si vous êtes dans un autre environnement, soit cloud, soit on-prem, soit hybrid, quoi que ce soit, c'est Kubernetes. C'est juste les faits. En décembre 2017, AWS a lancé EKS et Fargate, qui sont en train de changer un petit peu ces tendances en 2018. Mais le juste fait, c'est que si vous êtes en AWS, vous utilisez ECS. Si vous n'êtes pas en AWS, c'est Kubernetes. C'est juste comme ça. D'accord? À noter aussi que Kubernetes est en train de monter, de vraiment manger le déjeuner, hein, si tu veux, des autres orchestrateurs. Ce qui est intéressant aussi à savoir, et encore une fois, ce n'est pas monté ici, c'est que Docker, normalement le format de containerisation qu'on trouve dans le monde de Kubernetes, toujours une accélération, mais une accélération qui est en train de ralentir. Pourquoi? Les autres formats de containers sont en train de monter en popularité dans le monde de Kubernetes, grâce au fait que Kubernetes maintenant a le OFI et tout ça là-dedans. Si ça c'est le langage grec pour vous, aucun souci. Juste pour savoir que Docker, comme technologie, n'est pas la seule technologie pour les containers. Et dans le monde de Kubernetes, on voit aujourd'hui que les gens sont plus amenés à essayer des autres types de containers. Containerd, Rocket, choses comme ça. On n'a pas les statistiques sûres et certes là-dessus parce qu'on est toujours en train de les compiler, mais c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir et à considérer pour vos infrastructures et vos déploiements à l'avenir. D'accord? All right. Donc, qu'est-ce qu'on voit au sujet des orchestrations? Bon, on voit ici que
Les containers, généralement, en termes de cycle de vie, durent 2 jours. Non orchestré, 6 jours. Orchestré, même pas un jour. C'est 12 heures. Pourquoi? Effectivement, c'est du test des pipelines CI, C2, choses comme ça. C'est normal. Donc, j'inclus ça uniquement parce que je trouve que c'est intéressant. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour moi beaucoup plus intéressant. C'est que si vous utilisez un outil ou un environnement d'orchestration, les hosts, les hôtes, eux aussi ont une longueur de vie réduite. D'accord? Et ça, c'est bien sûr grâce au fait que dans le monde d'orchestration, c'est-à-dire que dans le monde de EKS, ECS ou bien sûr Kubernetes, ce n'est pas uniquement les containers qui sont temporaires, c'est aussi les hosts qui sont temporaires, parce qu'on ne parle plus d'eux. On parle maintenant des pods et des services et des choses comme ça. Ça, c'est vrai même sur du bare metal. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Encore une fois, on peut discuter plus de ça après parce qu'il y a beaucoup de données là à déchiffrer même dans ce slide. Alors, dans le monde d'orchestration, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Dans Kubernetes, c'est tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. Postgres, Nginx, Elasticsearch, choses comme ça. Or qu'en ECS, à part Nginx, ce n'est pas ces trucs-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ECS? Des choses custom, des autres types de logiciels, des choses fabriquées in-house, etc., etc. Pourquoi? Bon, si on peut deviner, c'est probablement parce que si vous êtes déjà en AWS, vous utilisez des services AWS pour HTTP, base de données, load balancing, choses comme ça. Donc, si vous êtes en ECS et vous n'utilisez pas ces choses-là, pas de problème, c'est normal. Si vous êtes en Kubernetes et vous n'utilisez pas ces choses comme ça, pas de problème, c'est normal. C'est juste pour vous montrer que les différents outils d'orchestration, les différents environnements sont amenés vers des différents types d'utilisation. Voilà, c'est bon? OK. Maintenant, on va basculer un petit peu rapidos. On va parler des 4 qualités de mon métrique et je vais aller assez rapidement, parce que 30 minutes, ça brûle vite. Métrique must be well understood, c'est-à-dire il faut être compréhensible et vous avez besoin de le comprendre. Donc l'exemple classique ici, c'est le Mars Orbital Lander. Je n'ai aucune idée comment dire ça en français, je suis désolé. Le Mars Orbital Lander qui a été fabriqué aux États-Unis par une société d'ingénierie en collaboration avec NASA. Donc il y avait 2 systèmes là-dedans. Il y avait un système pour mesurer la vitesse de descente et l'altitude et tout ça. Et il y avait un deuxième système pour effectivement freiner la descente, avec un moteur, avec un parachute et tout ça. Voilà. Donc, bien sûr, les métriques étaient assez compréhensibles. Distance vers le sol, vitesse et tout ça. Mais le problème, c'était un de ces systèmes-là a été fabriqué pour digérer des unités métriques, mètres, kilomètres, centimètres, choses comme ça. Et l'autre système, c'était en impérial, feet, inches. Le résultat, c'était une explosion extrêmement chère. Voilà. OK. Et donc, bon, quelle est la leçon? C'est que les métriques ont besoin d'être compréhensibles et vous avez besoin de les comprendre. D'accord? Deuxième aspect, sufficient granularity, suffisamment de granularité, assez de granularité. Voilà. Donc, encore une fois, ici, l'exemple classique, c'est les Olympiques. Imaginons ici que tout ça, c'était en résolution de... Ah, la technologie. Hein. En résolution d'une seconde près. Tous ces messieurs-là auraient dû gagner la médaille d'or. Bon, en tant que Canadien, j'aime bien l'idée que tout le monde gagne au même moment, mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. D'accord? Donc, ce qui est nécessaire, bien sûr, c'est d'avoir assez de granularité pour vraiment mesurer quelque chose. Mais je dis assez, suffisant, et j'ai bien choisi mes mots, parce que c'est bien sûr possible d'avoir trop de granularité. Si vous êtes en train de mesurer quelque chose au nanoseconde près, or que c'est juste impossible de vraiment mesurer des nanosecondes, pourquoi gaspiller les ressources? Ce n'est pas logique. Donc, sufficient granularity.
Les métriques ont besoin d'être taguées et il faut avoir la possibilité d'interagir avec ça. Pourquoi? Un point de données dans le vide, c'est inutile. À 16 heures, le numéro 5. Ça veut dire quoi? Il faut ajouter du métadonnées autour, le contexte autour, en termes de tagging, en termes de cardinalité, dimension, choses comme ça. C'est peut-être un groupe, un auto-scaling group, une zone, quelque chose comme ça. Mais il faut faire toutes les métadonnées autour pour qu'une métrique soit utilisable. Et finalement, le quatrième, c'est l'historique. Il faut avoir assez d'historique sur une métrique pour que ces métriques-là soient intéressantes. Et ça, c'est intéressant, bien sûr, dans le cadre de faire des prévisions, de comprendre les tendances sur le temps, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, etc., etc., etc. Bon, voilà. Alors, on va boucler l'orchestration et métrique ensemble. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Très bien. On va parler de ça. Qui a déjà vu cette image? Très bien, très bien. N'hésitez pas, on va parler que de ça. La HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Voilà. C'est un truc pour faire du scaling, de auto-scaling qu'on peut trouver dans Kubernetes. Bon, voilà, c'est si simple que ça. On va prendre l'exemple le plus simple qu'on peut imaginer dans le monde de Kubernetes, dans le monde de auto-scaling. Ce qu'ils ont dans la documentation. D'accord? Et ça, c'est kubectl, ça c'est le binaire pour contrôler Kubernetes. Bon, who cares? Autoscale, RS, foo, min5, max10, 6%. C'est même pas important. On va dire tout simplement ici qu'on va autoscaler quelque chose, minimum 5, maxi 10, et quand on a CPU à 80%, on va monter. Voilà. Mais j'ai quand même des questions. Alors, pourcentage de CPU, ça veut dire quoi? Mais vraiment. Est-ce que c'est user space? Est-ce que c'est sur le système? Est-ce que c'est par thread? Est-ce que c'est par processeur? Est-ce que c'est par machine? Est-ce que c'est par pod? Et s'il y a un spike, une pique, c'est compté comment? Donc même dans l'exemple le plus simple possible qu'on peut trouver, il y a quand même plein de questions qu'il faut poser pour mieux comprendre le système et bien sûr mieux comprendre les métriques qui guident ce système. En termes de granularité, imaginons ici, bon, il ne faut pas imaginer parce qu'on peut les visualiser, c'est exactement le même métrique, mais sur des granularités diverses. À une seconde près, on voit très bien le pic juste ici. À une minute près, le pic bascule parce que math. Et à 5 minutes près, le pic n'existe plus. Donc, dans le contexte d'un événement de autoscaling, est-ce qu'on va plutôt autoscaler ici, ici ou ici? On ne sait pas, parce que les docs ne m'ont pas dit. Bon, voilà. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais Kubernetes. Bon, voilà. Man, it's only 22 minutes, dude. I'm good. I got 8 minutes left. Une autre chose ici, c'est que si on veut autoscaler, on peut autoscaler sur une métrique. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire que c'est une vraie histoire, mais c'est une vraie histoire. Donc, on peut imaginer, on va autoscaler sur une métrique Nginx. Nginx net requests per second. Donc, le nombre de requêtes par seconde que Nginx traite. Bon, voilà. On va scaler sur ça. Donc, imaginons qu'on va dire qu'au-delà de 5 requêtes par seconde, on va instancier un autre pod pour traiter les demandes, parce que c'est ce qui est normal. Voilà. On va dire qu'on a 9 requêtes par seconde qui arrivent. Bon, voilà. Donc, HPA va dire aucun souci, on va ajouter des ressources dans le graph pour traiter ces demandes-là. Donc, le 9 devient 4,5 parce qu'on a divisé en 2 le nombre de requêtes. Et à 4,5, HPA dit « Ah, c'est en dessous le seuil de 5. » Donc, j'enlève les ressources que j'ai ajoutées tout à l'heure, qui ensuite montent à 9. Et voilà, 9, 5, 9, 5, 9, 5, dont l'oiseau ici qui flappe. La solution là,
pour nous, et encore une fois, je n'ai pas le droit de dire que c'est une vraie histoire, mais la solution, c'était de bien scoper l'HPA. On a dit, bon, on ne va pas regarder une seule métrique dans un seul contexte. On va amalgamer, si c'est un mot, tous les métriques d'un certain type ensemble et on va analyser ça au lieu. Et ensuite, encore une fois, la vérité, c'était un peu plus complexe que ça. Mais c'est là l'importance d'avoir du tags et la métadonnée et le contexte autour d'une métrique pour qu'on puisse l'utiliser dans la vérité. Très bien? OK, good. Et dernièrement, bien sûr, c'est la longévité, l'historique. Donc, peut-être on va poser une question. Il y a toujours 10 serveurs qui sont en train de servir des requêtes HTTP. Est-ce qu'on devrait ajouter des serveurs? Bon, on peut poser ça comme question. Mais j'ai quand même des questions. C'est quoi le normal? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça change le week-end? Et est-ce qu'on a vu ça que maintenant? Alors, les 10 serveurs, on a 10 serveurs qui roulent depuis combien de temps? Sans avoir un historique correct sur les métriques, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Les métriques dans la nature, sans une bonne compréhension de ces qualités, sont que ça. C'est juste ça. Et il n'y a rien là-dedans qui est intéressant parce que ça n'aide pas. Donc, si on ajoute un peu d'historique là-dessus, just rub it on there, gently, on a ça. C'est ce qui est normal dans le temps. C'est ce qui est normal pendant une semaine, un mois, une année, ou quoi que ce soit. On peut voir, ah oui, quand même, il y a des pics qui sortent, voilà. On peut ajouter un peu de métadonnées, un peu de contexte là-dessus. Par exemple, on peut voir, ah oui, voilà, là c'est un exemple un peu stupide, mais bon. On a les jours de la semaine ici, on voit que les week-ends, on a moins de quoi que ce soit. On peut commencer aussi à noter, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Donc, avec une bonne compréhension de ces qualités de métriques, on peut ensuite utiliser ces métriques pour alimenter et finalement réussir avec nos projets d'orchestration et finalement containerisation. Donc, sommaire, qu'est-ce qu'on a discuté? On a discuté des tendances dans le monde de containerisation. Pourquoi? Parce que je pense que c'est intéressant et j'aime parler de ça. Voilà. On a parlé des qualités, les bonnes qualités des métriques. Pourquoi? Ouais, parce que c'est important. Et si vous êtes en train maintenant de penser, bon, DevOps c'est la chose, Kubernetes c'est la chose, je me lance là-dedans avec un projet, il faut commencer avec les bases. Une compréhension des bases rudimentaires. Parce que c'est à partir de ces bases-là qu'on va soit avoir du succès, soit échouer complètement. Believe me. Et finalement, une discussion de ces qualités via le contexte un petit peu de Kubernetes. Donc, encore une fois, j'ai des questions. J'ai des questions sur comment vous utilisez les containers, l'orchestration. Et c'est vraiment, je veux parler avec vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir parler avec moi après. Je suis là pendant le reste du conf, bien sûr. Et bien sûr, si vous désirez travailler pour Datadog, je suis là pour ça aussi. J'ai une obligation de dire ça. Bon, voilà. Merci tout le monde.